Eh ben, écoutez, pour tenir le timing de cette, présentation aujourd'hui, je vous propose qu'on démarre. Les retardataires nous rejoindront, très rapidement, je pense. Écoutez, au nom du CRT Nouvelle-Aquitaine, je tenais à vous remercier, pour votre participation à ce webinaire, qui est organisé autour de la thématique, des marchés scandinaves avec cette réflexion autour des opportunités à travailler, ces différents marchés. Alors ce webinaire, en fait, fait partie, d'une série de webinaires qui est une nouvelle, action qu'a mis en place le CRT, en 2024, dans un souci d'essayer d'accompagner les partenaires, les socioprofessionnels, l'écosystème touristique de notre région pour une meilleure connaissance, que ce soit des marchés, que ce soit, de sujets très spécifiques. Donc, on a tout un programme de webinaires, qui a démarré en janvier et qui va s'étaler sur, l'ensemble de l'année à raison d'un webinaire par, mois en moyenne. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les marchés, scandinaves et vous apporter quelques éclairages et quelques clés de lecture pour comprendre, comment fonctionnent ces marchés et dans quelle mesure vous pourriez engager, un travail, à destination de ces clientèles. Donc concrètement, le déroulé de ce webinaire va se faire en plusieurs temps. On va profiter de la présence de Benoît Chollet, directeur d'Atout France, qui interviendra pour nous présenter d'une façon très globale les visiteurs scandinaves en France. On fera ensuite un petit focus sur cette même clientèle, enfin ces mêmes clientèles à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, et c'est donc Paola qui se chargera de vous faire un petit point sur cette approche. Et on a également la chance d'avoir deux interventions externes. Alors la première, c'est Emmanuel Lefebvre de l'agence Authentic Europe, qui malheureusement ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui, donc a gentiment accepté d'enregistrer une petite interview de quelques minutes pour nous partager son vécu et son expérience en tant qu'OTA sur ces marchés. Et par contre, Cyrielle No de la Bulle Verte sera présente à nos côtés pour voilà, nous présenter son activité, mais plus que son activité, sa propre expérience sur ces marchés scandinaves et son retour voilà, d'expérience aussi personnelle. Donc voilà, donc ce sont les différents intervenants aujourd'hui qui vont rythmer cette présentation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose de participer à un petit questionnaire en ligne, assez simple. Il n'y a que quelques joueurs, effectivement, quelques questions, pardon, auxquelles il faut répondre. Donc c'est sur le système Kahoot et je vais passer la parole à Paola qui va vous présenter les règles du jeu et puis lancer le jeu en question avant que Benoît puisse prendre la suite. Bonjour à tous. Donc effectivement, sur l'écran, vous voyez le lien pour rejoindre le jeu. Donc il vous suffit avec votre smartphone de scanner le QR code. Si toutefois vous n'arriviez pas, vous pouvez taper directement le www.kahoot.it dans votre smartphone et rejoindre avec le code PIN du jeu. Donc normalement, on va voir les participants qui se rajoutent dans le jeu. Super, ça commence. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des difficultés, mais ça a l'air de fonctionner. J'ai oublié de vous préciser, mais c'est bien dans le canal conversation. Là aussi, vous n'hésitez pas à nous poser vos questions et on tentera d'y répondre au fil de l'eau également. On va peut-être attendre, je vois qu'on est 17 aujourd'hui, encore quelques participants. Sinon, on va... N'ayez pas peur, hein, les questions sont pas très compliquées. C'est juste histoire de lancer le sujet autour des marchés scandinaves. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le plus nombreux on sera, le plus sympa ce sera aussi. On se dit qu'on arrive à 10 participants, ce serait top. Super.
On va peut-être commencer pour ne pas perdre trop de temps sur la présentation. Donc, je lance le jeu pour tous ceux qui participent. Hop, encore des... Et je propose qu'on lance. Donc, il y a un critère rapidité pour l'attribution des points. Hop, je lance le jeu. Donc, la première question porte sur le PIB par habitant. Donc, quel pays scandinave témoigne du PIB par habitant le plus élevé? Est-ce que c'est le Danemark, la Suède, la Norvège ou la Finlande? Presque tout le monde a répondu juste, donc c'est bien la Norvège qui est le deuxième PIB le plus important par habitant au monde en 2023 avec plus de 99 000 $, soit plus du double de la France. Donc on va passer sur la deuxième question. Donc sur la superficie du territoire, quelle superficie du territoire finlandais est recouverte exclusivement de forêts? C'est 46%, 54%, 67% ou 80%. Et c'est bien 80%. Donc, Benoît vous présentera ensuite l'importance des grands espaces et de la nature pour ses clientèles. Question 3 qui porte sur le drapeau le plus ancien du monde. Est-ce qu'il est finlandais, danois, norvégien ou suédois? Donc la bonne réponse, effectivement, c'était le drapeau danois. Donc il est reconnu pour la première fois en 1219 et c'est le plus vieux drapeau au monde encore utilisé pour un pays indépendant aujourd'hui. On passe à la quatrième question, plus sur l'aspect tourisme. Combien de Scandinaves ont visité la France en 2022? Est-ce que c'est 560 000, 990 000, 1,7 million ou 2 millions? C'est bien, donc 1,7 ou 1,9 million, Benoît nous confirmera. Mais un niveau donc en 2022 qui a quasiment réatteint les niveaux 2019 de fréquentation pré-Covid. Et enfin, on va passer à la dernière question, donc tout est encore possible. On va parler de Henri de Laborde de Montpezat, donc qui est né à Talence en Gironde à côté de Bordeaux. Qu'est-il devenu le 14 janvier 1972? Est-ce qu'il est devenu le premier joueur du FC Copenhague, le chef français le plus étoilé de Finlande, le premier prince français du Danemark, ou bien le premier peintre français exposé au National Museum d'Oslo? Bon, naturellement, vous avez tous eu la bonne réponse, effectivement. Donc, époux de la reine Margaret II, qui est donc a été prince consort et qui a aussi beaucoup d'attaches dans le Lot, au château de Cayes, pour ceux qui connaissent, en Occitanie. Donc, passons aux résultats. Merci à tous pour votre participation. Et bravo au top 3 et à tous les participants pour... Bravo à Mathilde donc de l'UCPA. Merci pour votre participation. Donc, on va repartir sur la présentation. Et Perrine, je te laisse... Merci Paola. Merci d'avoir joué le jeu, de répondre à ce petit questionnaire qui se voulait un petit peu ludique, tout en commençant à vous titiller sur des points de connaissance concernant ces marchés scandinaves. Mais on va donc tout de suite passer la parole à Benoît d'Atout France, qui va nous présenter l'ensemble de ces marchés scandinaves, autant d'un point de vue conjoncturel, structurel, économique, que via l'approche touristique. Je te laisse la parole, Benoît. Merci.
Merci Perrine, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de venir présenter les marchés nordiques à des partenaires français. Donc merci au CRT Nouvelle-Aquitaine pour cette opportunité. Et ben, on va pouvoir commencer tout de suite dans un petit cadre d'abord économique euh, euh, et général. Euh, D'abord, s'il y a quelque chose à retenir, vous l'avez là. Le Danemark, c'est le marché. Un tout petit slide avant, excuse-moi. Euh, c'est d'abord si tu peux revenir au slide juste avant, Paola, si ça veut bien. Voilà. S'il y a quelque chose à retenir, vous avez un résumé un petit peu ici. La Norvège, on l'a dit, c'est le pays le plus riche et ceux qui ont le plus de PIB. Le Danemark, c'est le marché le plus mature. On verra après où est-ce qu'ils vont en France. La Suède, c'est les plus nombreux, ils sont 10 millions. Et puis la Finlande, c'est le marché sur lequel on a plus forte progression. Le Bureau Atout France gère aussi, comme vous le voyez, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui sont à peu près à 200 000 arrivées en France, mais qui ont aussi des progressions très importantes. Au total, alors on est à 2 millions, alors 1,9 million, 2 millions d'arrivées en 2023. Ça dépend si on prend les pays baltes ou pas les pays baltes. Sur l'ensemble de la zone, ça fait 2 millions. Mais en effet, pour les Scandinaves, on est à 1,9 million. On est à peu près au même niveau que 2019. Ce sont des marchés qui ont eu un retour fulgurant en post-Covid. Et on va pouvoir voir déjà avec les aspects économiques pourquoi. Euh, Vous avez la colonne rouge à droite avec les indicateurs France, ça vous permet de faire un comparatif, mais on peut voir que globalement, les PIB par habitant sont tous supérieurs au PIB pour la France. On est quasiment à 100 000 dollars, puisque c'est la référence mondiale, hein, le dollar pour les PIB par habitant. On est quasiment à 100 000 dollars, donc plus que du double que la France. Et puis à des niveaux aussi très élevés pour ce qui est du Danemark, 71 000 dollars par habitant et par an en 2023, alors que bah, la France, on a un joli PIB, mais il est quand même en dessous. Sur ces évolutions, les évolutions du PIB de façon globale en 23, on a eu des petites révisions. Nous, on était à 1%, le Danemark était déjà à 1,7. Vous le regardez, l'ensemble de la Suède est un petit peu moins dynamique et toujours un petit peu en retard sur la reprise post-Covid, mais ainsi que la Finlande. Mais Danemark et Norvège, ces deux marchés sont extrêmement dynamiques, que ce soit sur les évolutions du PIB ou les prévisions de croissance qui sont supérieures aux celles de la France. On est sur la troisième ligne pour ceux qui suivent le tableau. Les taux de chômage, si on passe à cette ligne-là, c'est un petit point pour vous dire que le taux de chômage sont en moyenne égal en Finlande et en Suède et largement inférieur au Danemark et en Norvège. L'emploi est l'élément qui empêche des progressions encore plus fortes de l'économie danoise et suédoise. Donc le manque de main-d'œuvre est le facteur limitant pour l'augmentation de l'économie. Les taux d'inflation, bah, ils sont similaires à des taux européens, mais toujours assez maîtrisés. Et puis, on voit que ce retour sous la fameuse barre des 3%, pardon, ça c'est la dette, les 3%, mais la prévision d'inflation, elles sont quand même contrôlées. Les dépenses de consommation sont aussi en augmentation, ce qui est tout à fait normal. Et pour vous finir, pour vous donner un petit aperçu économique général, vous voyez la France, on est à 110. Je pense qu'on est même un peu plus maintenant, on doit être à plus presque 118, 120% de dette par rapport au PIB, alors que tout est contrôlé en dessous des 40% pour les trois marchés scandinaves principaux, Danemark, Suède, Norvège, et la Finlande a une dette qui est un petit peu plus élevée euh, pour des questions d'aménagement de territoire. On va aller un tout petit peu dans le détail, 2 slides par pays. Je vais assez vite, mais vous avez l'ensemble des données, vous pourrez les revoir après. On a mis bien sûr des données concernant l'environnement. Vous verrez bien que l'environnement et la durabilité sont des facteurs très importants, à la fois économiques, de consommation et de tourisme pour les marchés nordiques. Donc, voilà, l'écotaxe sur les billets d'avion, bah, et elle va être en place à partir de 25 pour le Danemark. On voit aussi qu'ils sont toujours dans la transition numérique. C'est des marchés, des intermédiations très digitales. On fait plus aucune activité qui soit sur du papier. On est tout en digital. Et la transition numérique, c'est un point très important pour le Danemark. Alors pour l'ensemble, hein, mais ils sont en compétition. Donc là, c'est la Finlande qui a repris la prise, la pole position là-dessus. Maersk, tout le monde connaît Maersk, mais ils sont en train de mettre du transport maritime vert. Et puis, encore une fois, l'expérience client, c'est un petit point supplémentaire. On parle de Copenhague, mais il n'y a pas que Copenhague, il y a l'aéroport de Billund et l'aéroport d'Aalborg. Donc, ce sont des pays, pour qu'on parle de ça, parce que c'est des pays très tournés pour le tourisme, au tourisme outbound. Chaque fois qu'un Scandinave a la possibilité, il va à l'étranger et on vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi.
Donc, c'est des pays très verts. Tout le monde, il y a 10 ans, personne n'aurait pensé aller à Copenhague pour faire de la gastronomie ou pour avoir une expérience touristique de premier ordre. Maintenant, on est quand même dans le top 5 à Copenhague là-dessus. On va continuer sur le slide suivant. Pour l'activité économique de la Suède, on a eu la visite du président de la République, donc il y a des partenaires stratégiques. On entendra peut-être en parler ce soir sur d'autres points, peut-être avec l'OTAN, mais il y a des partenariats stratégiques qui sont en train de se refaire, principalement avec, avec la Norvège, avec la Suède et avec la Finlande maintenant, mais il y a des partenariats stratégiques sur l'aspect économique, notamment sur la captation carbone, qui sont en train de se faire de façon plus large. Göteborg, on allait visiter Göteborg avec une Learn Expedition. Ils sont au top du Global Sustainable Index. Donc, ils sont la destination de tourisme d'affaires la plus verte du monde. Depuis des années, ils tiennent à garder cette place-là. On verra un petit peu comment est-ce qu'ils font ça plus tard. Air France KLM vient de reprendre des investissements dans SAS. Donc, c'est intéressant de voir que notre opérateur national aérien vient aussi s'investir dans l'aérien local pour soutenir SAS, qui est une compagnie, comme vous le savez, scandinave. Et puis, on parle encore de durabilité. Voilà des ferries électriques qui sont mis en place pour la croisière à zéro carbone. On va passer sur le slide suivant. Pour la Norvège, Norwegian, merci à Norwegian, hein, c'est une compagnie avec laquelle on travaille, avec qui on commence à sceller même des conventions. C'est une compagnie très très importante. Vous savez, à un moment, ils étaient au niveau mondial, mais en Covid et post-Covid, ils se sont réorientés sur des axes nord-sud, donc desservir des capitales scandinaves vers des capitales d'Europe du Sud ou des capitales régionales. On sait qu'on a un Bordeaux qui est arrivé de Oslo et de Copenhague. On verra ça sur les slides suivants. Et puis, encore une fois, des ferries à l'hydrogène, hydrogène liquide, électrique, qui sont en train de greenifier tous leurs moyens de transport. Je vous rappelle aussi que la Norvège, c'est le premier marché hors États-Unis pour les Tesla. Et qu'on est à plus de 60% de voitures électriques en immatriculation maintenant. Je pense que électrique, 100% électrique, 60%, je crois qu'on doit être à 85% si on fait électrique plus hybride sur les immatriculations 24. La création d'une taxe tourisme, elle est en train de se mettre en place parce que c'est aussi des environnements fragiles. C'est un point important. C'est pour ça qu'on fait aussi des Learn Expedition. Comment est-ce qu'ils sont en place pour pouvoir assurer un revenu économique et assurer aussi les équilibres écologiques avec les touristes. Donc, le tourisme et l'environnement, c'est des sujets d'actualité pour eux aussi, sur lesquels on a peut-être des choses à voir et à partager. Passons maintenant à la Finlande, sur le slide suivant, sur l'aspect de l'actualité économique. L'intelligence artificielle, vous avez vu qu'ils ont repris la numérisation, donc c'est le pays de Nokia, hein. Vous vous souvenez de Nokia qui était le leader mondial il y a encore assez peu d'années, mais qui était toujours le leader mondial en termes de téléphonie portable. Donc, ils ont toujours eu une industrie très, très forte en termes digital et en termes d'innovation. Ils ont toujours été très, 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 très en avant. Alors, la Finlande, c'est le nouveau l'Eldorado, hein. On n'a pas de connexion encore directe de l'Aquitaine vers la Finlande, mais pourquoi pas. Pour le moment, c'est quand même un Eldorado en in-band sur tout ce qui est Laponie, sur tout ce qui est nature préservée. On parlait tout à l'heure de 80% du territoire qui est couvert de forêts. L'habitation, la grande partie de l'habitation se fait au sud de la Finlande. On le verra sur une carte plus tard, mais c'est un territoire tout à fait naturel. Slush, si on regarde, on parlait d'innovation, il y a le grand forum européen, voire il y a le CSI qui est à Las Vegas et il y a le CSI européen qui s'appelle Slush, qui sont des rencontres annuelles de start-up avec des investisseurs qui ont tous les ans à Helsinki, donc renforcement de la position de la Finlande comme un acteur important du digital. Voilà, 98% de la production d'électricité décarbonée. Ouais, on va passer sur la slide suivante. Alors, comment ça se passe pour le Danemark? Le Danemark, c'est 6 millions à peu près d'habitants. Une durée de séjour en France, on rentre dans le vif du sujet hein, sur l'aspect tourisme. C'est 7,8 jours de moyenne de séjour. 25% fait dans de l'hôtellerie de plein air. C'est les seuls à avoir une hôtellerie de plein air. S'il y a des acteurs de l'hôtellerie de plein air qui sont là, ils pourront le confirmer. On voit souvent des Danois et quasiment que des Danois dans l'hôtellerie de plein air en France. C'est à peu près, si vous regardez, 10% 10%
de voyageurs par rapport au nombre d'habitants qui viennent par la France. En gros, 6 millions et 513 000 voyageurs en 2023. On est quasiment réatteint les niveaux de 2019. Les recettes touristiques sont aussi élevées. On le verra que la dépense par voyageur est importante. On le voit là, hein, plus bas de 2 312 € par voyageur en 23, dépenses moyennes par voyageur, et on est en hausse. Même en crise Covid, même en crise économique qui a suivi, la dépense touristique est restée une valeur protégée. Donc, ils ont fait des réductions sur peut-être d'autres, l'habillement, entertainment, mais le voyage et l'alimentation sont restés deux secteurs très protégés dans leurs dépenses. Passons à la slide suivante pour voir en prévision 24. Donc, on est à peu près sur les mêmes chiffres. On a pas une grande variation d'arrivée prévue. On n'est pas sur des marchés en très, très forte augmentation, puisque c'est pour ça qu'on appelle une maturité importante. Et puis, on est encore en progression, en prévision d'un petit pourcent sur le nombre de nuitées, donc un allongement un petit peu du séjour et une très légère diminution sur le total des dépenses prévisionnelles, hein, sur la France globale. Il y a un effet, alors on va parler JO. Il y a un effet JO qui est à la fois un effet d'opportunité et un effet contraignant. On va prendre l'exemple de Paris. Les gens qui allaient normalement à Paris du Danemark, ben, on sait qu'ils ne viendront pas forcément parce qu'ils vont avoir une peur des JO. Et ceux qui n'avaient pas prévu de venir viendront pour les JO. Donc, all in all, on devrait avoir un aspect constant sur le nombre de visiteurs de l'ensemble des Scandinaves, JO, pas JO. Les motivations de voyage, vous verrez qu'elles sont un petit peu différentes, mais dans l'ensemble, l'aspect littoral est un point important. Alors peut-être pour l'Aquitaine, on en parlera plus tard aussi, une connaissance ou une méconnaissance du littoral aquitain qui est un point important pour vous. Le tourisme urbain, c'est des clientèles européennes, donc le week-end prolongé dans une capitale ou une capitale régionale, c'est toujours à la mode, même si ça a réduit un petit peu, ça reste la deuxième intention de voyage. Et puis nature et campagne, on le sait, vous le savez peut-être pas, mais ce sont des grands amateurs d'espace, de nature et d'activités outdoor, donc c'est le troisième secteur. Sur la carte de droite, vous voyez qu'il y a une prédominance de l'Est de France, donc dans l'ordre d'arrivée à peu près 50% à Paris, la moitié à Paris, un tiers en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un quart en Auvergne-Rhône-Alpes, surtout en hiver pour le ski, et puis Alsace un petit peu et Occitanie qui vient d'arriver. On voit malheureusement malheureusement pour le moment, que la partie ouest France est quand même assez peu connue ou rencontre encore assez peu de fréquentation de la part de la clientèle danoise. Youps. Les prévisions de budget, je vous l'ai dit, ils augmentaient. Le budget moyen par personne, il est à peu près un petit peu supérieur à ce qui était en post-Covid. Et puis, on est toujours sur des réservations sur du low inclusive, mais que 41%. Ce n'est pas des clientèles qui vont faire du charter, en tout cas pas des clientèles qui vont faire du charter vers la France. Et je vous le disais, les budgets sont préservés pour l'aspect tourisme. Voilà, la conclusion, c'est qu'ils dépensent plus qu'avant, mais préfèrent mettre tout sur un grand voyage plutôt que des petits. Donc, c'est un tout petit peu à la réduction du week-end pour une augmentation de la durée de séjour. Les progressions, alors on voit les villes de destination. Je vous parlais Marseille, il y a des ouvertures de lignes, donc bien sûr qu'il y a des progressions sur Marseille. Nantes, ça fait 2 ans qu'on a des ouvertures de lignes sur les Pays de la Loire, donc on voit une progression dans les intentions. Ça, ce sont les intentions, ce sont les recherches Google pour les séjours, hein. Strasbourg est aussi intéressant sur sa progression, mais c'est chouette de voir Biarritz dans les intentions et une forte progression dans les intentions de voyage ou dans les intentions en tout cas de recherche de destination. La présence de Biarritz qui bénéficie d'ouverture de lignes très courtes sur la saison, mi-juin, mi-août, avec SAS, mais de la part de l'ensemble des capitales, alors principalement de Danemark et la Suède, ils ont quelquefois des Norvégiens qui viennent. Vous voyez, je vous parlais de la proportion. Les top villes destinations sur la recherche, hein, on est sur Paris 60%, 30% sur Nice. Lyon est apparu un petit peu sur la partie Rhône-Alpes-Auvergne. Et puis Marseille et Bordeaux qui pointent un petit bout de son nez avec 2%. Mais il y a un travail à faire sur la notoriété, sur la recherche de destinations pour l'arrivée bordelaise.
Le Danemark, bah, c'est Copenhague. Le Danemark est composé de trois secteurs. Il y a le secteur de Copenhague qui représente la grande partie de la population. Et puis le Danemark du sud où c'est seulement 20%, et le Jutland du nord, l'autre partie qui est beaucoup moins peuplée, présente beaucoup moins de recherches. Pour la Suède, je vous disais qu'ils étaient les plus nombreux, c'est 10 millions d'habitants, une durée de séjour un tout petit peu plus courte. Les valeurs durables, même si elles sont largement répandues dans les pays nordiques, Greta Thunberg est suédoise, c'est pas un hasard. Donc, on voit que la Suède a aussi une avancée par rapport à ça. On dit 580 000, c'est pas des voyageurs danois, c'est des voyageurs suédois. Une petite erreur sur notre slide, ce qui classe la France comme 6e destination des Suédois à l'étranger. Bien sûr, les pays nordiques sont les destinations prioritaires, et puis l'Allemagne joue un rôle important. Grande concurrence, comme pour tous les marchés Europe du Nord, de l'Espagne et de l'Italie. Notre vrai concurrent étant l'Italie. 640 millions d'euros de recettes touristiques en 2022, c'est le 12e contributeur, et on voit encore là un panier moyen qui est quand même moins élevé que les Danois. On regardait les PIB par habitant et les dépenses, donc on a un panier moyen un petit peu moins élevé. Ouais. Très rapidement, encore une fois, l'Est de la France. On voit les progressions en 2023 par rapport à 19. On est à 6,8%, donc on a dépassé le plan de 19 en nombre d'arrivées. Sur les arrivées en France, on est à 600 000, donc un tout petit peu moins que 1 sur 10. On est 1 sur 11, 1 sur 12. Et puis, ça représente quasiment 1 million de nuitées, mais vous voyez qu'il n'y a pas de nuitées dans l'hôtellerie de plein air pour les Suédois par rapport aux Danois. Encore une fois, le littoral, le tourisme urbain et nature campagne restent les trois secteurs prioritaires pour eux. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat, je serais heureux d'y répondre. On a 2 enquêtes qui sont intéressantes. Le voyage à l'étranger reste quand même très plébiscité. Ceux qui sont venus en tournée, j'ai vu qu'il y avait Eleanor qui était en tournée, Eleanor de Vendée, qui était avec nous, qui est là sur la conférence. Elle est revenue avec nous, et on est toujours en hiver, hein, quand même en Scandinavie. Quand vous avez un très long hiver, vous avez un héliotropisme important, donc le besoin d'aller au soleil. Donc, je vous disais que les Nordiques allaient très souvent à l'étranger. C'est le cas aussi pour les Suédois. Plus de jeunes indécis sur les futurs voyages, donc on est à la fois sur de l'économique ou sur de l'augmentation des possibilités de voyage. Il y a plus d'indécision auprès des jeunes et les familles, du fait de l'économie un tout petit peu plus touchée. euh, euh, Salut Léonore. Un tout petit peu plus touché par, les crises économiques qu'on traverse actuellement, voyageront peut-être un tout petit peu moins. Alors, le dernier point, le besoin de partir, de voyager en automne et en hiver, suite au mauvais temps de l'été 23, c'est le facteur météo. Je vous parlais de l'héliotropisme. En Scandinavie, vous pouvez avoir un été, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un hiver vert, c'est-à-dire des mois de juin à 5-6 degrés, de la flotte. Donc, c'est les mêmes conditions qu'en hiver, sauf que vous avez quelques degrés de plus, et qui ne sont pas du tout adéquates pour pouvoir recharger ses batteries pour affronter un nouvel hiver scandinave. Donc, le facteur météo est assez important. Sur les ventes de dernière minute, notamment, on a un effet météo au mois de mai et juin, quand les gens réservent encore une fois leurs vacances, soit en local, soit à l'étranger. On va passer sur l'enquête de eDreams. Le voyage se retrouve, on avait en pré-Covid un voyage qui était beaucoup plus mondialisé, beaucoup de voyages aux États-Unis, en Thaïlande ou en Asie. Beaucoup de facteurs ont fait que ça s'est réduit, notamment le facteur de la prise de conscience environnementale. Je vous parlais de Greta Thunberg tout à l'heure, c'est un point important. Et puis les compagnies aériennes, quand elles ont réouvert sur des axes nord-sud, sur des axes européens, mais il y a moins de sièges disponibles au long haul qu'on l'a en européen. Les réseaux sociaux, c'est un point important là-dessus, le choix de destination par recommandation. Donc il y a les films, hein. Vous savez qu'à Tout France, on a travaillé avec Netflix, on a fait un petit travail là-dessus, mais on travaille pas mal aussi sur les réseaux sociaux, puisque l'importance des influenceurs et l'importance des amis qui sont maintenant sur les réseaux sociaux dans les choix de destination augmente. Les voyages courts
6 à 10 personnes restent moins d'une semaine à destination, parce qu'on a vu que les Chinois, ils ont une durée de séjour un tout petit peu plus courte que eux. Et puis les voyages solo et voyages bien-être, ce sont les deux nouvelles tendances pour 23-24. Paris reste quand même très bien placé, ce qui explique l'hyper importance de Paris dans les voyages nordiques pour le moment. Reste numéro 2 derrière Londres sur les réservations. Le tourisme sportif, c'est un point important. On le verra un petit peu plus tard sur leur mode de consommation et ce qu'ils cherchent. Ce sont des gens qui pratiquent beaucoup les activités nature et les activités sportives, et ça, ils ne s'arrêtent pas de pratiquer quand ils vont en vacances. Donc c'est un point plus pour tout ce qui est, notamment en Nouvelle-Aquitaine, le vélo. Dernier point sur la Suède, on voit là La Rochelle. Alors j'avouerai que c'est une surprise pour moi. C'est une augmentation de recherche. Est-ce que ça peut être lié à quelque chose lié à la mer? Parce que ce sont quand même de grands navigateurs. Je ne sais pas, il faudrait qu'on approfondisse un petit peu cette question. Encore une fois, vous voyez la dominance importante de Paris et de Nice, à peut-être Fort Boyard, c'est ça? C'est ça, Cyril? C'est vrai, hein, c'est un bon point. Je ne me souvenais pas qu'en Suède, ils diffusaient aussi Fort Boyard, donc il y a peut-être de la recherche, et les images de Fort Boyard amènent une attractivité. Ce qui renforce le point des écrans par rapport à la promotion touristique. Voilà, la grande source, c'est quand même, il y a deux pôles importants, c'est Copenhague, pardon, Stockholm, la capitale, et il y a aussi la deuxième grande ville qui est Malmö, mais qui utilise l'aéroport de Copenhague généralement pour les voyages à l'étranger. Oups. Un petit point sur la Norvège. La Norvège, c'est 5 millions d'habitants, la même proportion. Cyclo aussi, plusieurs agences spécialisées font des circuits sur la côte, ouais. D'accord, le flow vélo. Merci Eric du commentaire. C'est ça, en ayant votre retour, vous, localement, c'est vraiment super de savoir et de pouvoir essayer de comprendre mieux les flux touristiques et les actions qu'on peut mettre en place par rapport à ça. La Norvège, 5,5 millions d'habitants, des durées de moyenne similaires aux Danois avec 7,5 jours, des valeurs durables qui les intéressent fortement et plus. C'est quand même le premier producteur européen de pétrole. Mais du pétrole qu'ils essaient de faire de plus en plus vert, et les investissements et les bénéfices faits sur le pétrole sont tous réinvestis sur du green. Je vous rappelle que c'est le plus grand fonds de pension mondial, c'est le fonds de pension norvégien. La France, 6e destination des voyageurs norvégiens à l'étranger, un nombre 332 000 en 23, on fait plus qu'en 19, donc il y a une attractivité globale. On va rester heureux de ces chiffres, mais comparé à l'Espagne ou comparé à l'Italie, on est très légèrement inférieur. C'est en fait la rétraction du voyage mondial vers du voyage européen. Ça représente quand même 4 000 € de budget de vacances par voyageur norvégien, ce qui rapporte 750 millions d'euros en recettes touristiques en France, tous les ans à peu près. Le plus fort pouvoir d'achat, on vous l'avait dit, pour le tourisme français, pour les Nordiques, avec un volume d'arrivée moins important. Moins de gens, mais qui dépensent plus sur place. Un point spécificité de la Norvège, c'est Cognac. Donc, il y a une très, très grande affection des Norvégiens pour Cognac. Moi, je vous promets, c'est de l'eau. Je ne suis pas norvégien, mais beaucoup, beaucoup d'affection pour la région de Cognac, et un point spécifique par rapport à ça. Vous voyez, excuse-moi, Paola, juste un petit retour en arrière. Vous voyez, il y a beaucoup plus de villes, donc le tourisme vient c'est pas que Oslo, mais il y a aussi Tromsø, il y a aussi Bergen et Stavanger. Donc les marchés et les pôles émetteurs sont beaucoup plus étalés qu'en Suède ou au Danemark. Les prévisions d'arrivée, on reste à peu près sur les mêmes prévisions. On est très, très légèrement en dessous de 2019. Et puis, on est sur une augmentation sur les nuitées à 500 000 nuitées, où on a une augmentation en prévision pour 24 de plus 7% par rapport à 23. Donc, plus de nuitées, puis des dépenses qui sont aussi en augmentation par rapport à 19, largement en augmentation, mais qui sont égales à 2023. Un point important à savoir pour vous, c'est que la couronne norvégienne a été pas dévaluée, mais est assez faible en ce moment, ce qui veut dire que quand on voit des dépenses élevées pour les Norvégiens, elles sont encore plus élevées par rapport à leur pouvoir d'achat. Donc ça maintient l'indication que le secteur du tourisme n'est pas, ou les dépenses tourisme ne sont pas réduites.
Toujours un classement à peu près similaire avec le tourisme littoral, le tourisme urbain. Tourisme littoral qui est lié à l'héliotrophisme, hein. Le tourisme urbain qui arrive en seconde position. Et là, je vous parlais de Cognac, mais tout ce qui est no-tourisme, c'est quelque chose de très très apprécié de leur part et qui est un secteur très montant pour la Norvège. Encore une fois, Access West. Pour la Norvège, ça c'est une petite étude qu'on a avec Rise Pulse pour les vacances d'été 2024. Ils partiront en vacances cet été. 50% prévoient d'aller à l'étranger, ce qui est assez élevé. Les Norvégiens ont quasiment tous ce qu'ils appellent des huttes, c'est donc des maisons de vacances dans la montagne, les fameuses petites maisons que nous on aime bien louer. Et donc l'intérêt c'est de retourner sur des destinations sûres et bien connues. Donc c'est un tourisme plus d'habitude. Pour eux. Le budget de vacances, on parlait de 4 000 € qui correspondrait à 2023. Un budget qui est en augmentation par rapport à 2023, pardon. Les facteurs importants pour le choix des vacances, c'est le prix, les économies, l'aspect budgétaire et sécurité de la destination. Donc, c'est pas des marchés sur lesquels on est forcément très, très novateur. Vous voyez où est le placement de la France qui est en orange, avec 12% des destinations. Je vous parlais de l'Espagne et de l'Italie qui avaient des proportions importantes, mais la Grèce représente quand même 23% des intentions de voyage. Il y a un facteur là qui va être un facteur sécurité, où je pense que la Grèce va perdre des points avec tout ce qui est incendie et canicule, et qui permettra aux destinations méditerranéennes, mais moins sud, de récupérer des points. Une opportunité aussi peut-être pour la Nouvelle-Aquitaine avec une image moins caniculaire, on va dire. Oups. Les progressions, on voit encore une fois Biarritz qui est en progression sur les intentions de voyage ou sur les recherches, ce qui est toujours intéressant. Je pense que la destination Biarritz a une image importante, intéressante à véhiculer. On le voit notamment dans les recherches. Vous voyez la proportion, donc Oslo sur les sources principales, c'est 75%. Je pense que ça, c'est sur les recherches, mais les populations sont plus disséminées sur l'ensemble du territoire que sur les autres pays. Paris, toujours à peu près à 50% des intentions de recherche, et vous voyez Nice à 42%. Donc là, on est vraiment très, très concentré sur les deux grands pôles d'accès et d'entrée pour la France. Et on va finir par le 4e marché qu'on présente aujourd'hui, la Finlande, toujours à peu près le même nombre d'habitants. C'est le marché le moins mature, donc on a des progressions importantes, mais sur un marché qui est, on va dire, assez neuf et assez nouveau. Finlandais sont toujours à la recherche un petit peu d'un rapport qualité-prix. Enoturisme, City Break, littoral, le ski et premier marché, grand marché de golfeurs. Donc le golf, les Scandinaves, c'est le deuxième potentiel de golfeurs ou de touristes golfeurs après le UK en Europe. Et dans l'ordre décroissant, c'est Finlande, Suède, Norvège et Danemark sur la proportion de golfeurs par habitant. 31 millions d'euros de recettes touristiques, vous voyez que c'est quand même beaucoup, beaucoup moins que les autres marchés. Je vais vérifier s'il ne manque pas un zéro parce que ça me paraît quand même vraiment beaucoup, assez bas, 31 millions pour 265 000 voyageurs. On peut passer au slide suivant. Je vais passer assez rapidement sur la Finlande, hein. Les prévisions, encore une fois, on est sur des augmentations. Vous voyez les augmentations, on était à plus 24% en 2023 par rapport à 2019. Et on va encore prendre 7% dans cette année. Les nuitées sont bien sûr en correspondance et en augmentation. Et puis les budgets vacances sont aussi en augmentation sur le total. Finlande, vous voyez qu'on reste sur des recherches qui restent des zones secondaires, mais sur l'axe, ce que j'appelle l'axe Est, des Marseille, Strasbourg, Montpellier, une arrivée de Nantes, mais qui est assez surprenante aussi. Il faudrait continuer à chercher un petit peu plus sur l'analyse de Google Insight là-dessus. Encore une fois, du Paris-Nice qui est très, très plébiscité. Et Bordeaux qui arrive avec un 1%, mais qui est visible quand même sur la carte de la recherche finlande. Alors, les voyageurs nordiques, je vous parlais tout à l'heure de la digitalisation, c'est 80% du parcours client complètement digitalisé. Les réservations se font en direct en ligne, bien sûr, sur des OTA, parfois aussi sur les sites directement des partenaires ou des prestataires. Des sites en anglais sont suffisants, mais Cyril pourra peut-être nous en parler un petit peu plus là-dessus. Recherche de qualité et de durabilité, des séjours dans des hôtels 4-5. Tous sensibles aux enjeux environnementaux, je viens de vous le dire. Et puis, le go local, les prestations engagées, ce sont des gens qui les reconnaissent, qui ont l'habitude de les avoir sur leur marché, qui sont prêts à payer le petit coût extra pour avoir quelque chose qui n'est pas de la mass production.
Héliotropisme, ça reste le premier facteur de la recherche de soleil garanti. Alors, soleil garanti, les gens veulent pas aller au Sahara ou veulent pas aller dans des endroits où c'est 100% soleil, mais par rapport à la Scandinavie, ils veulent des zones sur lesquelles le soleil est quand même prédominant. Et sachez, oui, l'Aquitaine, il y a peut-être on n'est pas au même niveau d'ensoleillement que la Côte d'Azur, mais c'est un niveau d'ensoleillement largement suffisant pour les Nordiques. Un point, voilà, un point sur les thématiques de séjour. On parlait de l'art de vivre et la gastronomie. On a un petit peu évité ce point jusqu'à maintenant. Je vous rappelle, pour les Bocuse d'Or, dans le top 5 des vainqueurs du Bocuse d'Or, vous savez, la compétition internationale de cuisine qui se fait tous les ans à Lyon, tous les 2 ans à Lyon, c'est dans l'ordre, c'est France. On est quand même resté premier, mais derrière la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande, donc dans le top 5, vous avez les 4 Scandinaves. Je vous parlais tout à l'heure de Copenhague, qui était devenue une destination de gastronomie. Toutes les villes, j'étais à Helsinki le week-end dernier, on mange extrêmement bien à Helsinki avec une cuisine variée, locale, biologique, des tarifs intéressants. Donc dans la bistronomie, ils sont très très forts. Cet intérêt ou cette évolution amène à des recherches oui, de tables étoilées, mais c'est plus la recherche de terroirs, de spécialités locales, de dégustation, et ils ont une vraie connaissance maintenant de tout ce qui sont les AOC, les AOP de nos régions. Nature montagne, les grands espaces, alors ils en ont et c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude d'utiliser, donc ils souhaitent l'avoir aussi quand ils sont en voyage. Vacances actives, vous voyez la photo à droite, le cyclotourisme. Vingegaard, ça fait quand même 2 années qu'il gagne le Tour de France. C'est pas une surprise pour un petit peuple de 5 millions, c'est les gens qui sont extrêmement actifs et qui sont en recherche d'activité pendant leurs vacances. Sur les city breaks, les escapades en ville, sont aussi intéressantes quand la connexion est là. Architecture et culture viennent, mais le patrimoine, c'est pas leur recherche principale, c'est pas des clientèles asiatiques. Durabilité, encore 2 petits slides là-dessus. C'est quand même décliné sur 5 thématiques. C'est un facteur prédominant sur leur choix. Et la durabilité n'est pas forcément un indicateur uniquement de carbone ou d'eau consommée. C'est un ensemble pour eux, c'est de l'environnement préservé. Donc, le potentiel sur le tourisme durable en littoral, je pense que l'Aquitaine a une grande carte à jouer par rapport à un littoral qui est beaucoup plus saturé sur l'axe méditerranéen. Donc je pense que c'est quelque chose que vous pourriez largement profiter. Nature préservée, activité de pleine nature, il y a plein de parcs nationaux en France et c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup et considérer ça aussi comme des terrains d'activité et comme des playgrounds, comme on dit en anglais, pour leurs activités nature. Si vous faites du VTT en Scandinavie, on a beaucoup qui le pratiquent, vous souhaiterez le pratiquer aussi pendant vos vacances. Les produits locaux, on en a parlé. Onotourisme et produits de terroir, ce sont des gens qui sont tout à fait friands comme nous un petit peu, hein, de ces spécialités. Et l'aspect pittoresque des villes et villages de caractère, c'est aussi quelque chose qu'ils n'ont pas forcément, mais qu'ils recherchent beaucoup, notamment sur les Danois. Les déplacements doux, on va parler un petit peu de train. Euh, il y a de grands investissements qui sont faits par tous les gouvernements scandinaves maintenant pour développer le train dans leur région. Alors, ils étaient plus en aérien avant, beaucoup sur le train maintenant. Et c'est une demande très forte à la fois des journalistes et des clientèles pour avoir des séjours en train. Encore un petit point pour vous montrer quelle est la prédominance du facteur durabilité. Pour eux, pour 75% d'entreprises nordiques, c'est essentiel. C'est essentiel, pour leur image, c'est essentiel pour leur économie. Et il n'y a pas d'opposition ou de choix à faire entre durabilité et économique. On est en train d'en faire en France en ce moment et c'est un petit peu l'inverse qui se fait en Scandinavie où on essaie de trouver des débouchés économiques à la durabilité. Voilà, vous voyez que les touristes nordiques sont encore plus préoccupés par l'environnement en post-pandémique qu'en pré-pandémique. Et puis, 42% prennent les facteurs environnementaux dans leur choix touristique contre 33. On reste quand même sur la période économique qu'on traverse maintenant. Euh, L'aspect du rapport qualité-prix et le coût reste quand même dans le choix, dans la décision finale, il reste quand même important, même s'il y a une recherche importante sur la durabilité.
Voilà, vous avez tous les éléments là. Je vous parlais du ferroviaire il y a 2 minutes. La voiture qui reste privilégiée voiture électrique. La bulle verte a aussi des liens avec la Suède et j'en suis pas surpris. Je vous parlais du parc norvégien. Donc ça, c'est le parc norvégien à l'heure actuelle, hein. Les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, c'était les immatriculations. Euh, le staycation, c'est un point important aussi à voir. Est-ce que c'est des clientèles qui vont venir l'été? Pas forcément. Si la météo est bonne, ils restent chez eux. Si la météo est pas bonne, ils iront dans le sud. Mais la staycation d'été est quand même un facteur important. Donc on les retrouve sur les ailes de Suzon, sur du mai-juin et du septembre-octobre, qui sont des saisons recherchées par tous. La distribution, c'est les 2 derniers slides. Il y a un renforcement de l'intermédiation et de sa spécialisation. On l'a tous vu sur des problématiques d'annulation de vol ou de choses comme ça. Ils sont prêts à utiliser les services d'un agent de voyage ou d'un Théo pour pouvoir avoir une garantie, pour avoir des modifications ou des annulations. Et sa spécialisation, c'est notamment sur, quand on parle de tour à vélo, on ne va pas organiser un tour à vélo en solo, on va organiser un tour en vélo vis-à-vis d'un prestataire dans un package. La thématique durable, on en avait parlé. L'étalement de saison qui se transforme, je viens de vous en parler aussi, où on va voir peut-être une baisse un peu sur le mois de juillet, qui est le haut mois pour les vacances d'été des Nordiques, mais des arrivées de séjour septembre-octobre et mai-juin, de plus en plus fort. À peu près 45% des séjours en France se font hors saison été. Et puis la programmation des destinations moins connues. Alors, à part les Norvégiens, il y a cette recherche de nouveautés, de nouveaux endroits. On a travaillé avec vos collègues des Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et maintenant un petit peu plus Bretagne. Et on voit que ce côté littoral océanique, même nord, est quand même très, très recherché pour éviter les effets, sud, caniculaires, et deuxièmement, les effets de masse sur des destinations. Nice l'été ou même Montpellier l'été, il va falloir trouver des alternatives et proposer des alternatives. On le voit avec les connexions aériennes. Voilà. Le slide suivant, un petit peu sur la distribution. Vous avez les chiffres là, hein, sur le nombre d'agents. Donc, c'est des réseaux qui existent toujours, qu'on travaille de plus en plus, vers lesquels on va faire de plus en plus d'influence, notamment en Finlande avec SMAL, qui est l'association de l'industrie du voyage avec lesquels on travaille bien. On est assez centralisé si vous regardez les nombres de groupes, hein. Vous les connaissez tous, les Amex, les TUI, Apollo. Vous avez entendu parler de ces grands groupes. Un point intéressant à voir qui fera le lien avec le slide suivant, qui est l'apparition dans les médias. Alors, ce sera le slide encore après. L'apparition dans les médias, l'apparition des maisons de médias sur le secteur du tourisme. Si vous regardez Aller Leisure, Aller, c'est un grand groupe média et Aller commence à ouvrir des réseaux d'agences de voyage. Donc, ils possèdent des médias, des magazines et ils sont maintenant en train d'ouvrir des agences de voyage. Yes, on va passer au slide suivant. On vous parlait des connexions aériennes. Vous voyez en bleu, c'est la saisonnalité toute l'année. Et en rouge, les connexions toute l'année. Et en rouge, les connexions qui se font en saison. Bien sûr, le sud de la France est connecté en saison. On parlait d'héliotropisme tout à l'heure. Vous voyez qu'en saison, Biarritz est connecté de la Suède et du Danemark. Et toute l'année, on voit Oslo et Copenhague qui sont connectés avec la capitale régionale en termes d'aérien. Donc, ça se développe, c'est assez récent. Je suis très content de voir ces connexions Bordeaux à l'année. Je pense qu'il y a des choses à faire sur ce secteur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter dans le chat. Merci beaucoup, Benoît, on passera sur la partie questions-réponses peut-être à la fin. Merci, Benoît, pour toutes ces informations. Donc, de mon côté, je vais continuer la présentation en évoquant plus particulièrement la clientèle scandinave en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais essayer de ne pas répéter certains éléments que Benoît a déjà évoqués. Une connexion accessibilité avec 4 liaisons directes Bordeaux et Biarritz.
En termes de destination, ils plébiscitent prioritairement le littoral, Charente-Maritime, Gironde, également bien sûr Bordeaux et son vignoble, et également la Dordogne. Donc ça, ce sont des données 2019. Et sur la partie droite de l'écran, vous pouvez retrouver les chiffres de fréquentation en hôtellerie en 2022 et en hôtellerie de plein air en 2023 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce que l'on note, c'est que il plébiscite davantage l'hôtellerie, mais qu'il reste plus longtemps en hôtellerie de plein air et que les Danois, comme le disait Benoît, représentent 2 tiers des clientèles scandinaves en hôtellerie de plein air uniquement. Néanmoins, ces chiffres sont quand même à relativiser puisque ces clientèles représentent pour l'instant entre 0,5 et 1,7% selon le niveau le type d'hébergement des arrivées étrangères sur la Nouvelle-Aquitaine, toutes nationalités confondues. Donc ensuite, on vous propose pour répondre à la question du jour, quel potentiel des clientèles scandinaves en Nouvelle-Aquitaine? On a dressé un SWOT, force, faiblesse, opportunités et menaces, pour reprendre tous les éléments que Benoît a pu nous présenter aujourd'hui et étudier en quoi cela pourrait être pertinent et intéressant pour le tourisme néo-aquitain. Donc la première chose, comme le disait Benoît, en termes de thématiques, d'offres, notre région peut aujourd'hui les séduire par ses espaces naturels, son littoral et la notoriété qu'il faut développer par rapport à ce littoral, son art de vivre, sa gastronomie, le no-tourisme qui est très important, les golfs avec 95 golfs aujourd'hui dans la région et pratique green tourism sur l'ensemble, sur les ailes de saison. En termes d'offres d'hébergement, nous avons l'offre qui peut répondre à leurs attentes. Hôtellerie 4-5 étoiles en région avec plus de 220 hôtels 4-5 étoiles néo-aquitains et en hôtellerie de plein air haut de gamme, 4 et 5 étoiles camping, nous avons plus de 310 campings dans la région. Bien que ce soit peut-être positionné sur plusieurs petites parties de la région et non pas sur la globalité. Une recherche de dépaysement et d'héliotropisme et des paysages diversifiés et remarquables que l'on a la chance d'avoir dans la région qui peut les satisfaire et que l'on peut découvrir toute l'année. Et enfin, l'accessibilité, on en a beaucoup parlé sur l'aérien. La Nouvelle-Aquitaine a aussi une très bonne connectivité ferroviaire depuis Paris. Et Paris est l'une des villes les mieux connectées avec Oslo, Stockholm et Copenhague devant Amsterdam. Donc, on a aussi des potentiels de combinaison de transport. En termes de faiblesse, globalement, un manque encore de notoriété, Benoît le disait, c'était très concentré sur des destinations plus Paris, Côte d'Azur, les Alpes, plutôt que sur la région qui manque encore de notoriété. Et une garantie soleil qu'on ne peut pas assurer toute l'année, mais Benoît relativisait avec la différence quand même de température par rapport à leur pays. Et une accessibilité qui reste bien sûr encore à développer. En termes d'opportunités, globalement, on a décelé plusieurs opportunités qui pourraient répondre aux objectifs stratégiques de la région dans le cadre du développement d'un tourisme plus durable et plus responsable. La première, donc rebondir sur ce qu'a dit Benoît sur le pouvoir d'achat, une opportunité économique tout d'abord, puisque les accueillir pourrait nous permettre d'augmenter plus fortement les recettes sans augmenter significativement le nombre d'arrivées sur le territoire et aussi un intérêt de répartir les flux, la proximité géographique de ces clientèles et bien sûr le point clé, c'est la sensibilité aux enjeux et aux pratiques durables avec beaucoup d'initiatives de la part des gouvernements, des aéroports, des instances locales et aussi une sensibilité dans la pratique. Une chose importante à retenir, c'est qu'ils sont prêts à payer, comme le disait Benoît, plus cher pour du durable puisque la qualité pour eux passe par vraiment le critère environnemental dans les prestations. Sur l'accessibilité, ils sont de plus en plus à vouloir se déplacer et ils sont prêts à se déplacer en train. Et c'est également une clientèle intéressante sur les ailes de saison et un potentiel de développer et d'allonger la durée de séjour.
Enfin, sur les menaces, une concurrence de destination avec une garantie soleil plus importante et la tendance à retourner redévelopper les voyages long courriers dans un contexte post-pandémie. Et bien sûr, une inflation, risque d'augmentation du coût du voyage, même si la dépense voyage ne constitue pas vraiment une première dépense à sacrifier pour eux. Et enfin, un contexte géopolitique qui pourrait avoir aussi des conséquences. Maintenant, on souhaitait vous parler un peu plus de l'aspect prescripteur pour la région. On ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement vous montrer quelques exemples, un panel d'exemples de programmation qu'on peut retrouver aujourd'hui auprès des tours opérateurs, agents de voyage ou OTA de ces pays. Cette liste, elle n'est pas exhaustive, elle ne représente pas les flux aujourd'hui véritables sur le territoire. Néanmoins, c'est intéressant de voir quelles sont les thématiques portées. Donc, comme vous allez le voir, les circuits identifiés, ils se concentrent principalement sur de l'œnotourisme, de l'itinérance douce, de la nature. Donc, comme on peut le voir ici sur ce Théo suédois, on mixe à la fois de l'itinérance avec de la randonnée au cœur des châteaux viticoles, donc vraiment sur une tendance œnotourisme. La croisière aussi fluviale que l'on peut retrouver ici, c'est chez Guiba Travel. On retrouve encore une fois ici le vignoble bordelais. Encore une fois, de l'itinérance, randonnée et vin à Bordeaux. Et ici, ce qu'on peut noter, c'est que ce qui est proposé, c'est une arrivée jusqu'à Paris, enfin en avion jusqu'à Paris et ensuite train jusqu'à Bordeaux. Donc intégration du train dans les séjours. Ici, un circuit entre côte atlantique et Méditerranée. Et ici, une proposition par FDM Travel de Fly and Drive, donc un peu plus ajustable, de vacances en voiture, soit en arrivée en avion et soit après voiture ou camping-car. Et on retrouve sur les photos vraiment un panel de ce que peuvent rechercher et ce qui peuvent attirer les visiteurs, le no-tourisme, le tourisme actif sport nautique, surf, et le vin, gastronomie et le patrimoine. Et enfin, ici, on a une dernière proposition, enfin un dernier exemple de circuit de Authentic Europe qui mixe Bordeaux et la Dordogne. Et on a aujourd'hui donc le témoignage d'Emmanuel Lefebvre qui travaille pour Authentic Europe. Donc, je le laisserai présenter un peu plus le produit. Également sur les prescripteurs, l'importance de la presse. Donc, on ne nous a pas sorti beaucoup d'exemples, mais voici un exemple d'un article qui porte sur Bordeaux, le no-tourisme, la gastronomie et le tourisme urbain également. Donc, suite à toutes ces informations, toutes ces données, on a essayé de hiérarchiser les enjeux pour le tourisme néo-aquitain si on devait travailler plus prioritairement ces marchés. La première chose, donc, c'est vraiment travailler sur augmenter la notoriété de nos destinations en communiquant sur nos marques fortes qui sont portées dans les territoires et l'identification de nos offres, des thématiques à forte valeur ajoutée qu'ils recherchent et qu'ils peuvent aussi retrouver chez nous. Et tout en gardant l'aspect durabilité en fil rouge sur toutes les communications et la façon de présenter nos offres, puisque c'est quand même quelque chose de très important pour eux. La deuxième chose, c'est communiquer vraiment sous un angle durable, parvenir à être identifié comme une destination qui soit accessible en train également pour répondre à leurs attentes et une destination également long séjour et valoriser toute l'offre que l'on peut avoir sous cet angle-là puisque c'est vraiment très important pour eux. Et enfin, troisièmement, dans un second temps, une fois qu'on a réussi à les attirer, à les capter, vraiment assurer une qualité de service, de prestation puisqu'ils sont très sensibles au rapport qualité-prix et qu'ils recherchent un ancrage local dans toutes les prestations qu'ils vont rechercher. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, on va maintenant passer sur la partie témoignage. Donc, tout d'abord, nous avons donc Emmanuel Lefebvre qui est donc représentant de l'OTA Authentic Europe.
Donc, il n'est pas avec nous, mais il a fait le il nous a gentiment enregistré son témoignage. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous résumer rapidement. Je vois des commentaires dans le chat, donc ça ne fonctionne pas visiblement, alors qu'à chaque fois, ça fonctionnait. Mais du coup, vous résumez rapidement ce qu'il a souhaité exprimer. Et bien sûr, on vous enverra la présentation, donc vous pourrez avoir accès à l'ensemble de sa présentation. Donc, Benoît, n'hésite pas si tu veux aussi compléter ensuite. Donc, Emmanuel, il habite en Norvège depuis 2014, il est français et il a rejoint Authentic Europe en 2019. Donc, c'est un tour opérateur en ligne qui vend des produits packagés pour individuels pour toute l'Europe. Donc, comme on peut le voir sur l'écran, ils ont 3 circuits qui passent dans la région. Le premier, c'est un circuit combiné Bordeaux et Dordogne en haut à droite de l'écran. Et ils travaillent avec la DMC Euphorum sur le territoire. Le deuxième tour, c'est un grand tour de France en train, donc uniquement 100% en train qui passe par Bordeaux. Et ensuite, troisièmement, un combiné Paris-Normandie, Loire-Bordeaux et un retour à Paris en train. Donc, on lui a posé 2 questions. La première portait sur, depuis son arrivée au sein de cette entreprise, quels sont les changements dans les évolutions qu'il a pu constater de la part des clientèles. Donc, il a listé plusieurs points. Le premier, c'est que depuis le Covid, et c'est ce que Benoît nous expliquait, les Norvégiens ont vraiment redécouvert leur pays en été. Ils ont été forcés de rester là-bas en été, mais du coup, ils ont vraiment apprécié découvrir leur territoire plus en profondeur et donc un désir de voyage sur l'étranger, sur l'international, qui est plus centré sur les périodes printemps-automne, puisque les transitions des saisons sont plutôt longues avec vraiment voilà, la volonté de ne pas forcément voyager en été, mais sur les ailes de saison. Il a remarqué également une diminution, une concurrence moins importante des offres low cost aériennes vers la France, des clients qui recherchent davantage de petits groupes et une augmentation, comme on l'a dit, des intérêts de voyage en train. Et ensuite également une dévaluation du taux de change depuis l'été 2022 qui a aussi forcément des conséquences sur les recettes et sur la consommation touristique. Et la deuxième question qu'on lui a posée était centrée davantage sur, selon lui, quelles seraient ses recommandations pour le tourisme néo-aquitain, quelles adaptations du tourisme néo-aquitain pour pouvoir répondre aux besoins de ses clientèles. Donc, il nous a expliqué que l'offre pour lui néo-aquitaine était pléthorique, très diversifiée, très complète. Mais que selon lui, logiquement, dans une logique d'accessibilité, il était très important de développer l'accessibilité, notamment les vols directs vers Oslo. Une offre cyclo-touristique importante qui, pour lui, répond vraiment, véritablement aux attentes de ses clientèles. Il nous a raconté avoir longuement échangé dernièrement avec Annabelle Dedine de Gironde Tourisme, qui a pu lui présenter toute l'offre cyclo-touristique et qu'il était assez étonné et positivement de l'offre très riche et que ce n'est pas encore quelque chose qu'ils ont rentré en production, mais c'était vraiment quelque chose d'envisager. Et enfin, il nous a exprimé le fait d'un besoin d'avoir une communication plus importante sur nos marques et améliorer la notoriété. Il a expliqué qu'il avait fait plusieurs recherches sur les intentions de voyage dans la région via des marques, via la marque Nouvelle-Aquitaine, via Bordeaux, via voilà, des marques fortes. Les 2 mots-clés qui ressortent, ce sont Bordeaux et Cognac. Par contre, peu de recherches sur d'autres destinations à ce jour, Dordogne, La Rochelle, la Nouvelle-Aquitaine bien sûr en général, qui ne Ou sont Biarritz. ou Biarritz, qui ne sont pas encore assez clairement identifiées et qui n'ont pas la notoriété suffisante. Voilà pour vous résumer, j'espère ne rien avoir oublié, tout ce qu'il a pu évoquer, mais on vous transmettra bien sûr toute sa vidéo qui dure à peu près 7 minutes, donc il y a peut-être des choses un peu plus détaillées. Juste pour compléter, Paola, Oui. la conclusion de ce que j'entendais d'Emmanuel, aussi, ce que le ressenti, c'était un souhait en se disant, tiens, le produit correspond bien. Oui, il y a des difficultés encore
alors pas des difficultés, mais des améliorations nécessaires sur la connectivité, mais qu'en fait le produit était là et correspondait, correspondait parfaitement aux besoins et aux attentes, dans les différents aspects de la constitution d'un séjour, hein, que ce soit sur l'hébergement, sur, food and wine ou gastronomie et sur les activités. Donc c'est vraiment un produit et une région sur lequel je crois qu'il va y avoir des progressions importantes de la part des Nordiques, des clientèles nordiques. Et lui, il avait aussi, ce sentiment-là et il était content de faire ce point, je pense. Oui, tout à fait. Merci, Benoît, pour cette conclusion, ces précisions. Je vous propose de continuer. Alors, si j'arrive à reprendre la main sur mon écran. Hop. Oui, c'est bon. Donc, on vous propose un deuxième témoignage aujourd'hui avec Cyrielle. Donc, Cyrielle, est-ce que tu es bien parmi nous? Non, c'était juste pour avec Cyrielle, on s'est rencontrés, il y a quelques années, quand, il y a, Millésime Privé à l'époque qui avait commencé, ah bah, voilà Cyrielle, salut. Super. Bonjour. Merci Benoît exactement de faire l'historique, tout à fait. Oui, c'est bon, je me suis reconnectée, ça fonctionne. Oui, merci. Donc en effet, je vais un petit peu me présenter rapidement. Donc en effet, je connais Benoît puisque à l'époque, quand on a commencé l'agence réceptive, moi j'étais encore en Suède. Pour la petite histoire, donc aujourd'hui je travaille dans le tourisme en Nouvelle-Aquitaine, mais avant cela, donc avant 2018, en fait j'ai passé 7 ans en Suède. J'y vais toujours régulièrement, hein, parce que j'ai ramené, on va dire, dans mes valises un mari et une fille avec. Donc voilà. Donc du coup, une expérience sur ces pays-là. J'ai travaillé en plus particulièrement sur la Scandinavie, donc vraiment avec des Danois, des Norvégiens, des Finlandais. Et donc pour la petite histoire, donc l'agence réceptive, on a commencé à travailler ce marché-là à l'époque. Et donc je vais aller un petit peu après, je parlerai, je pense, autour des questions. Je vais aller aussi dans le sens de ce qui a été présenté avant sur ce qui était pertinent et intéressant sur les marchés. Et puis on a fondé Bulle Verte justement. Déjà, c'était une idée vraiment de renforcer de comment en fait on favorise l'exploration douce sans voiture thermique en particulier, parce qu'on voyait l'avènement du véhicule électrique, en particulier moi étant dans ces pays-là, on le voyait, ils étaient quand même assez pionniers sur la mobilité douce dans ces pays-là. Et puis l'idée vraiment de redécouvrir, de passer plus de temps, de s'arrêter, ces tendances vraiment de slow tourisme, de redécouverte des savoir-faire, qui est aussi très forte là-bas comme envie. Donc c'est vrai que l'influence scandinave sur le développement du projet Bulle Verte est quand même non négligeable. Donc voilà. Merci beaucoup, Cyrielle. Écoute, pour que tu puisses présenter et compléter tes propos, je te propose de te poser la première question. Donc la voici. En quoi une offre de mobilité douce, justement, développée, constitue une force concurrentielle pour attirer aujourd'hui les visiteurs scandinaves? Donc, tout à fait. Donc, c'est vrai que ce qui a été dit, je vais aller dans le sens, mais c'est vrai qu'on est sur ce que Benoît a présenté au début. Vraiment, c'est pas anecdotique déjà. On le voit sur le taux du véhicule électrique. Du coup, j'ai rafraîchi et c'est vrai qu'à l'époque, on était déjà sur des taux importants. J'ai regardé rapidement. Voilà, 80, on est quasiment à 85% aujourd'hui des véhicules qui sont achetés en Norvège sont électriques. On est à des niveaux, pour vous donner un niveau, c'est 40% en Suède. En France, on est à 16%. Hein, c'est encore sur les nouvelles immatriculations. Donc, on est déjà sur tout ce qui est mobilité douce, j'allais dire, ce sont, comme Benoît l'a dit, en fait, ce sont vraiment des populations qui sont sensibles à l'environnement, qui sont assez conscients de qu'est-ce qui a un impact sur l'environnement, le transport étant, on le sait, un point important. Donc c'est vrai qu'on l'avait vu avec tout ce qui était Fluxcam à l'époque sur justement l'idée, on veut faire du train et pas de l'avion. On a un petit peu honte de prendre l'avion parce qu'on sait l'impact carbone que cela peut avoir. Donc du coup, tout ce qui était taux de véhicule, enfin on va dire le véhicule électrique d'une part, et à côté de ça, à l'usage quotidien, ça c'est important de le noter. On parlait pourquoi le train, pourquoi le vélo. C'est vraiment dans leur usage quotidien. En fait, ils ont l'habitude de prendre ces mobilités-là. C'est-à-dire que le train, c'est pour se déplacer d'une ville à l'autre, mais c'est aussi, j'allais dire, l'équivalent de nos TER, c'est leur trajet quotidien. Ils ont l'habitude, ils n'ont pas peur. C'est toutes les catégories de population. Quand on va au Danemark, quand on va en Suède, en particulier, les réseaux de train, sont très bien développés, de TER entre les villes, au niveau d'une région. Donc vraiment, c'est au quotidien.
Donc, du coup, quand on leur propose ici, j'allais dire, moi je le vois sur mes clientèles, quand on leur propose d'aller dans le vignoble en train, c'est pas quelque chose qui les effraie. Il y a pas peut-être que nous, même cet a priori que nous, même Français, on peut avoir. On a peut-être pas autant l'habitude que de prendre. Et puis pareil pour le vélo, ce sont des mobilités du quotidien pour eux. Donc prendre le vélo pour une découverte comme moyen, c'est des clientèles qui en effet sont très sportives, donc ça peut être le vélo, le cyclotourisme pour le côté en effet plus, j'allais dire, sportif, mais aussi le vélo comme moyen de mobilité pour aller d'un point A à un point B, pour découvrir comme moyen de locomotion, parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude également de faire du vélo, en particulier nos amis danois, par tous les temps, puisqu'on dit là-bas qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc vraiment, il y a vraiment, j'allais dire, c'est déjà ancré dans leur quotidien. Donc je pense que c'est une belle opportunité pour nous en Nouvelle-Aquitaine, justement, de travailler, avec tout ce qu'il y a sur les séjours bas carbone notamment. C'est quelque chose là-bas sur lesquels ils seront sensibles, et il n'y aura pas d'appréhension parce que c'est l'usage des mobilités douces, c'est déjà bien ancré dans leur quotidien. Donc ça, je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour nous dans la région de toucher et de parler à ces populations. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué non plus plus en détail l'offre de séjours bas carbone qui ont été mis en place avec plusieurs partenaires, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aussi très bien leur correspondre. Je te propose de passer à la question numéro 2, donc qui est plus axée sur les prescripteurs. Comment travailles-tu aujourd'hui avec les marchés scandinaves et quels seraient tes conseils ou bonnes pratiques pour commencer à travailler ces cibles? Alors c'est vrai que donc du coup plusieurs fois, donc c'est vrai que moi j'étais locale, donc je parle un petit peu suédois. Après il faut le savoir, c'est bien de se le rappeler, ce sont quand même 4 pays qui parlent extrêmement bien anglais. Donc c'est vrai que pour nous finalement le français ça dépend historiquement, oui, moins dans les jeunes générations quand même, mais ils ont quand même une maîtrise de la langue anglaise qui est j'allais dire au niveau mondial qui fait partie des meilleurs. Donc ça c'est vrai que c'est pertinent pour nous pour pouvoir adresser ce marché. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs points. Donc je pense que déjà c'est un marché, c'est un marché. Alors moi c'est vrai que sur l'agence on les travaille, c'est des clientèles qu'on a pu travailler même très en direct. Nous sur des produits avec quelques agences également spécialisées sur des produits en effet plutôt thématiques. Je vais rebondir un petit peu sur ce dont on a parlé sur la popularité. C'est vrai qu'en fait la région, moi je vais vous donner aussi mon expérience un petit peu plus de terrain de discussion quand quand je me rends là-bas. C'est vrai on a la chance dans notre région d'avoir en fait une popularité des produits. Donc c'est vrai que Bordeaux, Cognac, pourquoi on les trouve? Finalement, est-ce que c'est la destination ou est-ce que c'est le produit qui est plus connu? Je pense qu'ils y pensent encore comme produit. Benoît le mentionnait, le Cognac et la Norvège ont des liens très forts et donc ça c'est vrai que du coup c'est une belle opportunité pour leur dire vous savez, ces produits ça vient d'ici, et les amener un petit peu sur la région. Moi je sais que je vois sur les produits, donc ce produit-là, il y a quand même, il faut savoir sur la plupart de ces pays, un intérêt et un attrait pour les vins et spiritueux qui est important, qui se développe. Alors on a toute la partie, j'allais dire un petit peu hygiéniste, sportive qui se développe avec tout ce qui est moins d'alcool aussi qu'on voit fortement là-bas, mais quand même une population qui aime les bonnes choses, qui est très sportive, mais à côté qui aime bien les vins, les spiritueux, qui est curieuse. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui sont dans des clubs de vin, qui s'intéressent à l'œnologie, à la sommellerie. Donc ça, c'est un beau point. Sommellerie également, où là, on va reboucler justement avec la gastronomie, parce que voilà, ils sont sur des pays comme le Danemark notamment, et toutes les capitales maintenant scandinaves ont eu leur restaurant très haut placé. On a quand même des très belles adresses. Donc voilà, tout ce côté vraiment produit, ce sont quand même des pays qui sont très ancrés aussi sur leur terroir, sur le local. Donc ça, c'est des choses qui vont venir aussi et apprécier chez nous. Mais c'est nouveau, c'est pas encore forcément dans leur penser à notre destination en France. Il y a en effet ce tropisme un petit peu sud-est et parisien.
Et par contre, il y a des belles opportunités. Moi, j'ai noté aussi, c'est en termes de, ce sont en plus pour nous, je pense, donc des belles clientèles à travailler avec un pouvoir d'achat. Alors, un pouvoir d'achat, mais je dirais vraiment la recherche d'excellents rapports qualité-prix. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens avec qui on peut proposer des choses vraiment authentiques, de qualité. On va être vraiment, ils vont reconnaître les beaux produits, apprécier. Donc ça, c'est intéressant pour valoriser aussi tout ce qu'on peut avoir sur la région. Et après, en termes vraiment ce sont des populations plutôt donc, ponctuelles, respectueuses. Ça, je préférais aussi le mettre en avant parce que c'est vrai que c'est toujours des points importants. En plus, moi, avec ma casquette de réceptif et logistique, c'est toujours. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui est autotour, ce sont des populations qui aiment quand même assez l'autonomie. Qui adorent l'échange, le partage, mais qui aiment bien aussi être autonomes. Donc c'est vrai que même sur des produits autotour, nous on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Et l'importance du service, comme on dit, donc ils n'ont pas de souci avec l'intermédiation si on apporte une valeur ajoutée justement en trouvant la petite expérience qui va bien, le côté authentique, parce que vraiment ils recherchent ça, l'expérience qui va faire la petite différence. Mais il faut que voilà, et au niveau quand on parle de service, c'est vraiment au niveau du sérieux et de l'efficacité, parce que ce sont 2 maîtres mots, je pense, des mentalités nordiques où quand on travaille avec eux, il faut que ce soit sérieux et efficace. Et après, c'est vrai que sur la région, il y a quand même un beau potentiel chez nous. Donc, c'est vrai que sur tout ce qui est, nous, on avait développé avec Bulle Verte, tout ce qui est mobilité douce. Mais c'est vrai que le produit, l'océan avec l'aspect surf, c'est vrai que c'est aujourd'hui un point aussi pour dans ce côté sportif. On a, j'allais dire, un avantage concurrentiel sur notamment d'autres régions de la France où on a justement cet aspect océan avec le surf. Et je sais que voilà, il y a certaines destinations du nord de l'Espagne notamment qui sont assez populaires aussi. Donc je pense qu'il y a des points aussi à là, il y a des choses aussi qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, la notoriété générale, parce que les gens en fait ne pensent pas. Moi, je sais que sur les clients qu'on a amenés, finalement, on a été assez force de proposition. On leur dit venez à Bordeaux. On les a attrapés, j'allais dire, par les produits, par le vin, dans des clubs de vin, des choses comme ça. Et après, on leur a présenté la gastronomie. Voilà, je vois exactement Benoît, clientèle toujours prête pour les activités sportives. Exactement, nous, on a des produits où voilà, on va mélanger le surf au vin. Enfin, on est sur la gastronomie, c'est vraiment le et. Donc, c'est des beaux produits, de l'activité et en même temps de la gastronomie, des produits. Il faut qu'il y ait cette balance, qu'il y ait cette balance dans les séjours. Et puis je regardais si j'avais noté un petit peu autre chose. Non, après voilà, vraiment faire connaître, je pense, la destination pour qu'ils pensent en fait tout simplement, parce que c'est pas forcément, ils sont très à voyager quand même là où les gens vont. Donc c'est vrai qu'il y a des habitudes, il y a un historique sur l'Espagne, sur certaines destinations en particulier. Et donc je pense qu'il faut les sensibiliser avec ce qu'ils connaissent et leur montrer. Ah oui, voilà, c'était ça. Les produits, on parlait très bien. Moi, je sais que justement les Suédois, on leur a montré, par exemple, sur le bassin d'Arcachon, tout ce qui est ostréiculture, dont ils sont très friands, qu'on va aussi retrouver sur les Charentes. Donc voilà, tout ce qui est produits frais, ce sont des beaux produits qu'ils connaissent, en plus qu'ils ont, mais à petite échelle chez eux. Donc voilà, faut vraiment les faire rêver avec des images, avec du soleil. Et puis en effet, par contre, moi je confirme ce que l'intervention d'avant, c'est vrai qu'il y a l'été, ce sont des gens qui prennent plutôt des vacances là-bas sur fin juin, juillet, mais les ailes de saison, avec ce qu'on a à leur proposer, les ailes de saison s'y prêtent bien parce que c'est vrai que là-bas les hivers sont longs, les printemps arrivent tard, l'hiver arrive très vite, hein, mi-août, on peut déjà être sur certains endroits, voilà, l'hiver avance vite. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter aussi à travailler les ailes de saison avec eux voilà, en fonction j'allais dire des vols aériens et des liaisons qu'on peut avoir. Donc voilà, en gros pour mon expérience personnelle mélangée au professionnel. Très bien, merci beaucoup Cyrielle. Est-ce que Perrine, je crois qu'il n'y a pas de questions spécifiques dans le chat pour Cyrielle? Alors, il n'y a pas de questions spécifiques et celles qui ont été posées, on y a répondu au fil de l'eau. Donc, je vous invite, si de nouvelles questions venaient à apparaître, soit à prendre la parole dès maintenant pour les poser ou bien continuer via la conversation, comme vous préférez, peut-être via le fil de conversation.
parce qu'on est déjà à Oui, 15h26. Donc, si on veut tenir on a un aussi timing à le tenir. timing, exactement. Du coup, Paola, je te propose de passer sur la slide suivante pour vous dire et vous présenter, évoquer le plan d'action auquel le CRT pourrait réfléchir pour justement travailler ces marchés scandinaves. L'orientation est d'après ce que Benoît a expliqué sur le volet programmation, distributeur et presse, qui seraient deux vecteurs intéressants à travailler justement pour porter la notoriété. On réfléchit effectivement à engager des actions à destination de ces cibles, mais pour nous, ça ne fait sens que si on y va de façon solidaire et mutualisée. Donc, évidemment, aujourd'hui, on ne demande aucun engagement de votre part sur cette projection, mais l'idée de ce webinaire était vraiment de vous présenter à la fois les atouts de ces différents marchés et les freins ou les problématiques qui peuvent aussi s'y référer. On imagine donc dans un deuxième temps, à tête reposée, vous interroger de façon un peu plus fine sur vos intérêts à développer des actions sur ces marchés et voir dans quelle mesure on pourrait donc tous se coordonner pour y parvenir, en sachant voilà, qu'on privilégierait dans un premier temps un travail plutôt à destination des prescripteurs. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions et dans un souci effectivement de tenir le timing, cette dernière slide, tout simplement pour vous informer des futurs webinaires qui vont se tenir dans les semaines qui viennent. Un premier fin avril sur la thématique de l'itinérance douce. Ça a été largement évoqué autour des clientèles scandinaves aujourd'hui, mais donc voilà, c'est un sujet qui intéresse a priori pas mal de partenaires de la Nouvelle-Aquitaine, dans la lignée un petit peu de ce qu'on a fait aussi aujourd'hui sur les marchés scandinaves ou qu'on a pu faire déjà en février sur le marché allemand. On vous proposera aussi deux autres présentations plutôt orientées marché, un sur le marché domestique, donc le 29 mai, et un suivant sur le marché espagnol courant juin. Et puis, comme je vous le disais en introduction, d'autres webinaires seront proposés un peu plus tard dans l'année, à raison d'un par mois, comme on l'a évoqué au tout début. Ce que disait aussi Sandrine au cours de cette conversation, dans le fil de conversation, ce webinaire est donc enregistré et vous sera repartagé en replay avec effectivement la petite vidéo d'Emmanuel que malheureusement, pour des petits soucis techniques, on n'a pas pu vous diffuser aujourd'hui. En tout cas, un grand merci à tous pour votre présence, votre attention. On espère que ça aura répondu à certaines de vos questions et on reste à votre écoute pour de futures actions sur ces marchés. Merci beaucoup. À bientôt.